Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de Monde des Arts. Regardez tout de suite ces images, c'était il y a quelques heures à peine. Vous y étiez tous d'ailleurs, j'ai l'impression, j'ai pas l'impression, j'en suis sûr, hein. Oui, on est d'accord. Oui. Tout à fait. Vous n'avez pas eu trop froid? Il est froid aujourd'hui quand même. Ça va, on était chaud. On était nombreux, chaud à l'intérieur, froid dehors. Alors bon, on n'en est pas encore aux barricades des communards, mais dans les rues de Bruxelles, le ton monte, la colère s'installe, et avec elle, un rapport de force tout de même, face à ce gouvernement que beaucoup, plutôt à gauche, considèrent comme un fossoyeur de la justice sociale, entre guillemets bien sûr. Une mobilisation se cimente peu à peu, au milieu de laquelle on retrouve des artistes, en tout cas des travailleurs de la culture. Beaucoup d'artistes même qui ont défilé en bloc. Aujourd'hui, vous avez appelé ça le bloc culture. Et c'est une première tout de même, je trouve, dans ce milieu en général moins uni et plutôt dispersé dans ses revendications, sans compter aussi plusieurs théâtres, dont la Balsamine, on va en parler, et des compagnies de théâtre aussi qui ont carrément fermé, qui se sont mis en grève. On va parler de tout ça, de vos revendications, de vos inquiétudes aussi, avec vous, Maëlle Delaplanche, tout d'abord. Bonsoir Maëlle. Bonsoir. On se connaît un peu, vous êtes déjà venue dans plusieurs débats. Vous êtes une cofondatrice de la Fédération des Arts Plastiques, la FAP, c'est bien ça. Exactement. Vous étiez en nombre cet après-midi? Ah oui, ouais. On était même en bloc. La FAP était en bloc, c'est ça qui était très chouette à voir. Et c'était important d'être là. C'était important. Donc ça représente quoi les arts plastiques? Ça représente les travailleurs et travailleuses de la culture au niveau des arts plastiques. Ouais. Donc aussi des curatrices, des critiques, c'est important de le dire, artistes plasticiens, plasticiennes. D'accord. Et je précise, par honnêteté pour le public, que vous êtes présenté au communal sur les listes PDB. Voilà. Ouais. Maximilien Herry, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous avoir. Vous êtes permanent, on dit permanent dans le langage syndical, permanent CGSP Culture. Donc vous êtes très impliqué évidemment là-dedans. C'est en front commun, il faut le rappeler quand même, cette manifestation. Tout à fait. Donc les trois grands syndicats interprofessionnels étaient bien présents dans la manifestation. Et donc pour revenir à ma qualification, en fait, je travaille à l'interrégional wallonne de la CGSP Culture et je suis en lien très étroit avec Philippe Lefin, qui est le nouveau permanent de la CGSP Culture à Bruxelles. D'accord, donc vous êtes infiltré, quoi. Vous n'êtes pas le bruxellois. Je ne suis pas le bruxellois. Mais c'est pas grave, on vous accepte quand même. Merci. Avec plaisir. Cyril Eloff est avec nous. Bonsoir Cyril. On s'est déjà vu aussi, vous, c'est pour l'Abdil. Alors l'Abdil, c'est la Fédération des autoristes de bande dessinée et de l'ILU, c'est ça? Et d'illustration, oui, c'est ça. Donc ça réunit effectivement... beaucoup de monde aussi, hein. Qui était présent aujourd'hui, il y avait vraiment beaucoup de membres d'Abdil. Ouais. On n'a pas encore effectivement le nombre de membres qui étaient présents et présentes, mais c'était vraiment pas mal de membres. Et c'est quelque chose... les différentes manifestations, en fait, on les a beaucoup relayées. On a beaucoup tenté de mobiliser en fait, nos membres sur ces questions, donc ça suit pas mal. On va terminer le tour de présentation. Mathias Varenne, bonsoir Mathias. Bonsoir. Vous représentez plutôt les théâtres, directeur de la Balsamine, en grève aujourd'hui. Vous avez décidé de faire grève? Oui, on est fermé. On a annulé les représentations qui auraient dû avoir lieu cet après-midi. D'accord. Et ce soir. Donc, en concertation avec tout le personnel, j'imagine? Alors avec l'équipe du théâtre, oui, mais aussi l'équipe artistique d'Elsa Poiseau, qui présente un projet qui s'appelle Buddy Body. Et sa compagnie a décidé de faire grève. Et donc on a pris cette décision tous ensemble. Ça va, bon, vous reprenez demain, quoi. Et on reprend demain. Allez, vous avez les chiffres, les tout derniers chiffres, puisque vous êtes là, tiens. Oui, souvent, d'ailleurs, les syndicalistes, ils ont toujours leur téléphone en main dans les manifs. je l'ai consulté. Ouais. Alors, selon la police, c'est au moins 60 000 personnes, mais je pense qu'ils ont compté à mi-parcours, parce que, très honnêtement... je pense qu'on se rapproche quand même beaucoup plus des 100 000 personnes. Mais c'est inévitable et ça ira de plus en plus si le gouvernement n'entend pas les citoyens et les citoyennes de ce pays. 100 000, s'il y a 100 000, c'est un succès. C'est considéré comme un succès pour un syndicaliste? C'est le début d'un succès. Ah, ça veut dire quoi? Que c'est pas fini, qu'il en faudra plus? Je pense très honnêtement, je pense que si... nos responsables, entre guillemets, politiques, ne prennent pas la mesure de la contestation sociale de l'ensemble des travailleuses et travailleurs concernant le cadre qu'ils souhaitent imposer... ça concerne tous les travailleurs, pas que la culture. Tous les travailleurs. Mais le problème, c'est quand on attaque l'ensemble des travailleurs, la culture qui est déjà à l'origine très appauvrie, encaisse bien plus fortement le coup. Forcément.
C'est l'Abdil, Cyril Elof, qui a lancé un petit peu tout ça, pas pour cette manif-ci, mais déjà avant. On va voir d'ailleurs un petit panneau qui a circulé sur les réseaux sociaux où on voit pour l'instant un petit peu tous les artistes là qui sont là, et vous dites tous dans la rue pour nos droits sociaux et le secteur culturel, tous ensemble quoi. C'est vous qui avez lancé un petit peu ça? On a lancé ça, je sais pas, je me permettrai pas de dire de nous accorder la primeur de lancer, mais en tout cas on a fortement réagi au fait de mobiliser notre secteur, le secteur du travail des arts, qui a effectivement parfois du mal à rejoindre des grandes manifestations qui ne le touchent pas directement. Oui, c'est vrai. Et donc, on a vraiment, au niveau d'Abdil, on a vraiment insisté pour avoir cette solidarité interprofessionnelle, parce que, de toute façon, effectivement, comme le disait Maximilien, notre secteur va être impacté. Et au-delà de ça, nous, on a prôné aussi pour avoir un régime qui s'inscrive dans un régime de solidarité interprofessionnelle. Donc, ça va dans les deux sens. Bien sûr, tout le monde est concerné. On va voir en quoi ça concerne plus la culture. Mais c'est vrai, il faut le reconnaître que jusqu'ici, les travailleurs de la culture, travailleurs et travailleuses de la culture, c'était parfois un petit peu chacun pour soi, c'est assez corporatiste. C'est en train de changer tout doucement. On a vu l'Union des artistes du spectacle qui était là, le Fakir pour les musiciens, Air Libre pour les circassiens. Enfin voilà, il y a du monde quand même. Bien sûr, mais on était déjà là. Il y a eu une première manif en novembre. Ouais. Pour le non-marchand, on était déjà un peu là. Je crois qu'aussi les mobilisations se sont renforcées au fur et à mesure des informations et de sensibilisation sur les questions tout simplement de l'enseignement même, en fait. Nous, dans les arts plastiques, en fait, la plupart des artistes sont à côté enseignants. Donc ça touche... donc c'est vraiment important de le dire parce que je pense que, voilà, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Enfin... Voilà, il y a une vraie question aussi sur ces métiers-là qui sont touchés, au-delà de la culture en elle-même. Et puis bon, après, voilà, ça c'est, je pense, mobilisé avec la réforme du statut et tout ça. Ouais. Les théâtres, ils ont fermé. Donc il y a la Balsamine, de mémoire, le Varia. Je sais que on va pas les faire tous, mais le Rideau de Bruxelles, ils ont décidé de fermer le matin pour laisser les travailleurs. Le Jacques Franck est fermé aussi, je crois. Le Jacques Franck est fermé. Donc pas tous, mais bon, vous avez décidé pourquoi? La décision, elle s'est prise de manière collégiale dans l'enceinte du théâtre. Donc, d'une part, l'équipe du théâtre de la Balsamine. On s'est rencontrés, on a discuté de la possibilité d'opérer une action, de fermer, de faire grève. Et immédiatement, en fait, la réponse a été non, on veut vraiment participer à la manifestation. Et on serait plutôt encline à fermer, mais on aimerait en discuter avec l'équipe artistique aussi. Ouais. Parce que c'est une décision lourde quand même, quoi. Oui, c'est une décision forte pour un théâtre d'annuler une représentation. C'est rare, c'est des choses rares quand même. C'est plutôt rare, et en même temps, moi je sens qu'il y a des choses qui changent sur la conception qu'on a de ce qu'on produit, de nos spectacles, et que pendant longtemps... Ça a sans doute été pensé comme au-dessus, quelque chose au-dessus. C'est vrai. Et aujourd'hui, on revient autour de nos objets qui sont avant tout des objets de rencontre et pas des objets déconnectés de la société, mais en plein dans la société et pour se rencontrer dans la société. Ouais. Et que parfois, voilà, l'endroit de rencontre doit être déplacé, il ne doit pas se faire autour du spectacle. Et se rencontrer pour affronter ensemble, regarder en face les différents problèmes que les travailleurs et travailleuses de la culture rencontrent. On a interviewé un de vos collègues, copain, camarade, je ne sais pas comment on dit camarade Ami. Ami, carrément. Pas camarade. Marxius, non pas camarade, pourquoi? On n'est pas du même syndicat, mais on s'entend très bien. Je vous taquine. C'est la culture, c'est Marxius, c'était dans la manif, écoutez. Il est tout évident que la limitation des allocations de chômage à 2 ans va toucher d'une manière ou d'une autre les travailleurs des arts. Aujourd'hui, il y a un système particulier pour ces allocations. On craint évidemment qu'il y ait aussi des mesures qui soient prises à l'encontre du système actuel, qui protège un peu les travailleurs des arts dans le caractère intermittent de leurs activités. Comme permanent culture, je vois tous les jours la précarité des travailleurs dans le secteur. Ça se remarque relativement peu quand on est utilisateur simplement de culture, mais quand on est dans le milieu, on voit que les salaires sont très bas, la flexibilité est très grande, les subsides vont plutôt à la baisse qu'à la hausse, les subsides publics, je veux dire, et donc effectivement il y a une grande précarité par rapport à ça. Et considérer demain la culture comme un ajustement, une variable d'ajustement économique, on ne trouve pas ça correct. Voilà, je vois tout ça qui est évidemment autour de la table. J'ai retenu précarité, flexibilité, on va parler de tout ça. Avant ça, juste une réflexion sur le fait de faire de la culture. Faire de la culture, c'est faire du service public, c'est faire ce qu'on appelle du bien commun, c'est une phrase un petit peu large, mais c'est ça. Oui, effectivement, la culture fait partie intégrante du service public. Pour plusieurs raisons, parce que la culture est un moyen de faire lien entre les gens, de créer une société et de
de se faire rencontrer les gens. C'est ce que disait Mathias il y a quelques instants, en fait. Hein. Tout à fait, et je suis très content d'entendre ça. Ouais. Alors, j'ai entendu beaucoup, pour les industries culturelles, commerciales, etc., c'est X% du PEB. Oui, c'est un chiffre qu'on a sorti, ouais. Absolument, tout à fait d'accord, mais moi j'ai quand même envie de privilégier le fait que la culture dépasse une question de PEB. On n'est pas dans l'idée de dire, tiens, la culture, c'est peut-être aussi comme l'eau qui coule dans nos robinets. On ne va pas calculer quel est le montant que l'eau nous rapporte dans les robinets. Oui. Quel est le montant que nous rapportent les administrations publiques qui sont au service du public? Je vais me faire un peu l'avocat du diable. C'est sympa comme idée, mais c'est pas un peu naïf tout de même, parce que ça peut être aussi un produit, la culture. Je pense par exemple à la bande dessinée. Vous êtes auteur de bande dessinée, il faut faire la bande dessinée, après il faut qu'elle se vende, ça devient un produit, il faut que ce soit rentable, sinon votre éditeur Glénat, par exemple, vous tape sur la tête. Enfin non, il ne tape pas sur la tête, on est un peu moins publié et pas payé, donc ça c'est pas trop... Oui, c'est plus simple. Non, mais en fait, moi je rejoins complètement que la culture de manière générale, enfin la culture, j'aime pas trop ce mot parce que la culture c'est pas juste les arts, donc les arts sont un bien commun, ça c'est sûr. Ouais. Et par contre dire que c'est un service public, non, c'est un bien commun avec différents modèles de financement et différents modèles de diffusion. La diffusion et la distribution du livre n'est pas un service public, et donc on est des travailleuses d'un secteur. On doit aussi défendre nos droits en tant que travailleuses pour être rémunérées en dehors de, effectivement, un statut public, puisque ce n'est pas notre statut. Et donc ça, c'est important à entendre, parce qu'effectivement, on est parfois oublié dans ces politiques qui tendent à privilégier exclusivement une certaine forme. Maximilien, une réaction, et puis Maël. Oui, une petite réaction. C'est pas parce que je défends la culture comme étant faisant partie intégrante d'un service public qu'en dehors de la culture de service public, il n'y a pas d'autres formes artistiques qui peuvent être commerciales, qui dépendent du commerce. Mais j'insiste sur l'idée de préserver, en tout cas, la culture subsidiée comme étant faisant partie du service public. Pourquoi ? Parce que dans la déclaration communautaire passée, donc en juillet, août, on a... donc ça, c'est pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Fédération Wallonie-Bruxelles, on a progressivement émis l'idée qu'il fallait peut-être intégrer des sponsors ou des mécènes, pour faire plus joli, on va dire des mécènes dans les conseils d'administration, les organes de gestion. Ça vous a choqué, ça ? Ça m'a évidemment terriblement choqué, parce qu'on fait paraître cette mesure comme étant super géniale, et en même temps on dit, comme ça le politique ne pourra pas s'immiscer dans les choix faits par le service public de la culture, et je n'inclus pas toute la culture dans le service public de la culture, mais c'est un faux problème. Ça veut dire qu'on accepte que la culture subsidiée devienne de plus en plus commerciale. Ouais. Maëlle, vous avez réagi, vous êtes proche de la Fédération Wallonie-Bruxelles, vous avez réagi directement par rapport à ça. Oui, parce que c'est assez choquant, effectivement, le mécénat, c'est quelque chose qu'on avait déjà entendu sous l'ancienne législature, quand même. Prométhéa, on sentait qu'il y a un organisme vraiment de mécénat, on sentait qu'il y avait déjà des rapprochements, mais là, en chambre de concertation, c'est très clair. Ça a carrément été dit. Ça a carrément été dit. Il n'y a plus de masque, et en fait, ce qui fait peur, clairement, nous, dans les arts plastiques, on n'a pas de rémunération encore. Le droit de monstration, il n'est pas encore là. Ouais. Alors, c'est écrit dans la déclaration de politique communautaire. Oui, on se bat pour ça parce qu'en fait, c'est ce qui nous fait vivre. C'est pas des tickets, c'est pas les musées. Enfin, je veux dire, les centres d'art, les centres culturels sont gratuits. Enfin, il faut se rendre compte que aussi, c'est important d'avoir cette gratuité, en fait. On n'est pas là pour être acheté, en fait. Ouais. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur l'Arizona, j'allais dire. Le désert. C'est comme ça qu'il s'appelle. Ouais. Être artiste, c'est être d'office intermittent, logiquement. Globalement, c'est le système comme ça. En point de mire, la limitation des allocations de chômage à 2 ans, on parle que de ça en ce moment. On sait que les artistes sont quand même protégés. En tout cas, il y a un dispositif spécifique qui est là pour eux. Du coup, est-ce qu'il faut avoir peur que ce dispositif disparaisse ou pas ? Quelle est votre position par rapport à ça ? En fait, il faut être tout à fait clair. Dans la dernière note, il y a une petite phrase sibylline qui dit que l'exception pour les artistes va être préservée. C'est bien artistes et non travailleuses des arts. Déjà, c'est très limitatif. Ouais, c'est vrai. Et d'autre part, c'est complètement illusoire parce que le système d'allocation du travail des arts, c'est un système qui dépend de l'assurance chômage et qui s'appuie sur le principe de base que l'assurance est garantie sans limitation dans le temps.
La différence, si on exclut toute la mécanique compliquée du système, c'est qu'il y a une non-dégressivité en fait, de cette allocation. Dès l'instant où il y a une attaque directe contre un conquis social qui est le droit à l'assurance chômage non limité dans le temps, en la limitant comme c'est prévu, c'est qu'une question de temps avant que ce régime ne disparaisse. Ouais. Celles et ceux qui pensent l'inverse se trompent. C'est-à-dire, on peut imaginer que dans la négociation qui s'est passée entre les différents partis, comme c'était un peu un totem de 2 partis en négociation sur la présente législature et que ça concerne encore assez peu de personnes, ok, on va peut-être passer entre les bouts du filet. Ouais. Mais c'est très très court et en plus en ce qui concerne nos membres, il y en a plein qui ne sont pas sous ce régime en fait, qui dépendent d'autres régimes qui sont attaqués. Ouais, et il ne faut pas oublier que la réforme du statut de travailleur, travailleuse des arts, c'était quand même très très complexe. Hein. Ouais. Je veux dire, sur les débats parlementaires à la fin, la NVA était très claire, ça on l'a bien entendu. Et puis, voilà, les commissions se sont mises en place, mais c'est quand même compliqué. C'est quand même une charge. Ouais. Mais oui, il y a eu un compromis qui s'est fait, alors c'était nécessaire. Mais ça fait peur parce que, il y a quand même eu vraiment des discours qui ont été entendus. Du coup, ça génère un peu des tensions, des angoisses. Je voudrais qu'on revienne sur la notion de travailleur, travailleuse de la culture, parce que c'est vrai que c'est... Des arts. Des arts, oui. Arrêtons avec ce mot culture, ce mot horrible. On a senti ces derniers temps pas mal de pression aussi sur ces travailleurs, notamment sur les techniciens. Dans les théâtres, il y a eu des burn-out, il y a beaucoup de congés de maladie qui se prolongent, il y a eu des drames aussi, notamment au Théâtre National. Vous êtes attentif à ça en tant que directeur de théâtre, j'imagine? Bien sûr. Et c'est sûr qu'on est dans des secteurs d'activité sous tension depuis longtemps déjà. Donc c'est aussi que là, les politiques qui sont annoncées, elles arrivent dans des secteurs déjà sous tension. Ouais. Ça date pas d'hier, quoi. C'est ça que vous voulez dire. Ça date pas du nouveau gouvernement. Bien sûr. Et c'est évidemment ce qui nous effraie. C'est de voir les choses s'aggraver encore plus, alors qu'on voit bien que notre secteur, la manière dont on travaille, est déjà très, très complexe. Vous sentez le malaise parmi, pas peut-être vos travailleurs et travailleuses, mais enfin, dans le milieu du théâtre? Oui, et de plus en plus avec... tout à l'heure, on parlait de la question de produire des objets. Je veux dire, on produit de plus en plus d'objets. On est vraiment soumis à une rapidité d'exécution. Ouais, il faut aller vite. Oui, il faut aller vite. On a de moins en moins le choix de... La possibilité de choisir de comment est-ce qu'on a envie de produire, parce que produire un objet en soi, il n'y a rien de dramatique là-dedans. Après, pourquoi faute de moyens, Mathias? Faute de temps, je pense que la ressource d'espace et la ressource de temps, à côté évidemment de la ressource financière, mais sont de plus en plus complexes à avoir. Mais la question du bien-être au travail et de la santé mentale au travail dans nos secteurs est vraiment primordiale. Et on sait par ailleurs qu'avant les élections, la question de la santé mentale a été souvent relevée comme, je sais pour les engagés par exemple, ils avaient le désir que ce soit un cœur d'action sur les 5 années à venir. Pour moi, là, aujourd'hui, la première étape, on n'y est pas et on est dans un rapport politique anxiogène. Un mot sur la précarité. C'est un mot que votre collègue de la CSC a sorti aussi. Précarité dans le secteur qui monte. Est-ce que vous, la santé, vous la percevez, cette précarité? Les salaires restent bas? Oui, quand je suis arrivé à m'intéresser à la question du secteur du travail des arts et de la culture, il y a un peu moins de 4 ans maintenant, première chose que j'ai constatée en commission paritaire 304 Arts de la Seine, c'est qu'avec 20 ans d'ancienneté, un travailleur qui travaille pour une entreprise francophone gagne 2 fois moins qu'un travailleur qui travaille pour une entreprise flamande. Deux fois moins, c'est ça que vous dites? C'est énorme. Oui. C'est énorme. Mais on va dire, oui, mais les Flamands sont bien plus riches. C'est de moins en moins le cas, puisque, vu les politiques de droite nationalistes, j'imagine qu'ils dans la manif, d'ailleurs, vont faire des restrictions. Ils étaient dans la manif aussi. Tout à fait, il y avait la VRT, etc. Nous sommes ensemble avec la VRT. On demande de plus en plus une grande flexibilité aussi aux artistes. Il faut savoir que c'est des gens, nous quand on va au théâtre, par exemple, c'est le soir, etc. On se détend, mais... Il n'y a pas plus tard que quelques jours, je me retrouve en commission paritaire production de films cinéma, où un jeune homme du banc patronal nous dit ce serait quand même bien de rediscuter de la façon dont on pourrait augmenter le nombre d'heures maximales sur une semaine. Pour l'instant, ils sont à 57 heures semaine. 57 heures semaine et ils veulent dépasser. Moi, je lui ai dit à ce jeune homme,
très sympa au demeurant. Je lui ai dit, je connais un petit peu le secteur et dans le théâtre, il me dit, oui, mais le théâtre, c'est différent, il travaille bien plus. Pas si sûr que ça, je lui dis. Et j'ai même vu des gens dans le cinéma en tant qu'acteur. Moi, j'ai vu des techniciens complètement jetés à l'alcool et à autres substances. Et je pense qu'il faut lier ces problèmes de surcharge de travail et des substances qui permettent aux gens de tenir le coup. Mais je crois que en fait, les conditions de travail dans le secteur culturel, je crois que c'est vraiment quelque chose de fondamental en fait, parce qu'on l'oublie. Mais nous, là, il y a une publication sur la question de la charte en fait des bonnes pratiques. En fait, on oublie les bonnes pratiques parce que alors on se dit on fait confiance, etc. Et en fait, très souvent, ça dérape. Et en fait, on n'a pas de cadre. Donc, c'est aussi ça le problème. C'est les conditions de travail, elles ne sont pas vraiment identifiées. Respectées. Dans la bande dessinée, c'est pas rose non plus. Il y a une pression. De toute façon, il n'y a même pas de rémunération du travail, puisque quand on est rémunéré sous forme de droit d'auteur, qui n'est pas une rémunération du travail, qui est une rémunération sur l'exploitation de la rentabilité de notre production. Donc, et ça va s'arranger ou pas ? C'est mal parti. Avec le nouveau gouvernement, oui. De toute façon, ce gouvernement ou pas, là, on est sur on est un cran qui touche carrément à l'écosystème de l'édition. Donc, il y a des discussions à avoir avec les éditeurs et les éditrices, il y a des discussions à avoir avec les sociétés de gestion collective, à avoir avec les auteurs et les autrices. Les éditeurs qui veulent produire de plus en plus, sont des rythmes effrénés. On s'éloigne un peu de la question de l'Arizona, parce qu'en l'occurrence, mais ce qui se passe en tout cas, c'est qu'effectivement, comme ça a été dit tout autour de la table, on est toutes et tous, en tant que travailleuses de nos secteurs, extrêmement précaires, extrêmement mal rémunérés quand on l'est, et que les attaques sociales qui sont prévues par ce gouvernement vont évidemment aggraver durement nos situations. Et donc, c'est vraiment la double peine. C'est-à-dire que non seulement dans notre activité professionnelle, on n'arrive pas à obtenir une forme de décence dans nos rémunérations, mais en plus, le peu de protection sociale ou de conquis qu'on a obtenu difficilement au fur et à mesure des années, on est en train de nous les retirer ou en tout cas de nous mettre une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Et donc, la précarité, elle est multiple, parce qu'elle est à la fois matérielle, mais elle est aussi une angoisse constante de survie, en fait. Un mot sur la question de la retraite. Je me demandais, en préparant cette émission, comment elle se pose dans les milieux culturels, parce que c'est variable. Il y a des comédiens, par exemple, ou des metteurs en scène qui mettent en scène à 70 ans, 75 ans, peut-être des artistes peintres aussi, des plasticiens. Voilà, comment vous appréhendez, par exemple, cette retraite à 67 ans? Comment ça se passe En tout cas, moi, pour les personnes avec qui j'en discute, ce sont de toute façon très peu concernés par cette question de la pension. La question de pouvoir se projeter en pension est un impensé. Ah oui. Oui, vraiment. Même si projeter, c'est pas... Même si projeter est quelque chose de vraiment très flou, très vague, et qui est maintenant institué dans nos esprits, dans nos manières de nous comporter par rapport à ce moment de notre vie qui va arriver. Maximilien Ry, donc, sur ça. Oui, l'âge de la pension, 67, ça aurait pu être resté à 65, etc. Mais ce qui est plus inquiétant encore, c'est le fait de demander 5000 jours de travail effectif et un certain nombre d'années sur le marché de l'emploi et pour obtenir la pension minimale. Si on est en dessous de la pension minimale, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Il y a les CPS peut-être? Je n'en sais rien. Et donc, c'est le même topo pour les chômeurs de longue durée et tous les intérimaires après 2 ans. CPS. Et puis après, pension, rien du tout, même pas la minimale. Et donc 67 ans, oui, effectivement, pour des métiers pénibles, c'est évidemment c'est scandaleux. Mais alors, dans les secteurs intermittents, parce qu'on ne va pas se limiter au secteur du travail et des arts, c'est tous les travailleurs intermittents. Donc ça veut dire tout le secteur des intérimaires. Tous ces gens-là n'auront jamais une pension minimale à 67 ans. Moi, ce qui me fait peur, c'est aussi en fait le combat pour les femmes, parce que je veux dire, il y a quand même, sur le malus, etc. C'est des vraies problématiques. On est attaqué vraiment. Je veux dire, les congés maternité, tout ça. Il va y avoir une certaine peur aussi face à ça. En fait, c'est peut-être une lutte et on sait que c'est difficile déjà en fait cette question-là. Donc là, c'est ce qui est plus craignant. Qu'est-ce qui pourrait, on doit terminer l'émission, qu'est-ce qui pourrait nous donner une note d'espoir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a encore des mobilisations. Oui, continuer les mobilisations, c'est ça? Je crois qu'il y en a une le 31 mars. Le 31 mars.
Et si ça ne suffit pas, vous continuerez à mobiliser, vous fermerez encore les théâtres, etc. Oui, moi je crois qu'il faut vraiment continuer à se mobiliser, et se mobiliser de manière unie. Et vraiment, ce matin, je sais qu'on était nombreuses et nombreux faire ce bloc à marcher ensemble, et pas seulement en tant que travailleuses des arts, mais aussi en tant que citoyenne. Et qu'on n'oublie pas les relations qui sont les nôtres avec nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs. Et voilà, par exemple, moi je veux juste avoir une pensée pour la coordination des sans-papiers et le mouvement, la collective des femmes sans-papiers qui manifestait aussi ce matin. Et je voulais penser à elles et à eux. Que le bloc culture devienne un bloc citoyen, on va dire ça. On n'a plus le temps. Oui, très rapidement. En fait, la manifestation, c'était vraiment la protection, la sauvegarde des services publics, parce que plus on perd les services publics, moins on sert les citoyens, et moins les citoyens seront citoyens pleinement. Et la culture, là-dedans, si on perd certains statuts dans les services publics, le peu que la culture, le secteur des arts a, l'aura encore moins. Voilà. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Le mot de la fin. On a bien compris vos inquiétudes, on suivra tout ça de près, évidemment, à Mont des Arts et dans nos rédactions. Merci à tous les cas d'avoir participé à cette émission. Sauf jeudi prochain pour une autre émission. Bonsoir.